pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La capitale malienne est loin d'être à l'arrêt. Les cours ont repris dans les différentes écoles. Les stations-service sont en pleine activité. Bref, les Bamakois vaquent normalement à leurs occupations, contrairement aux allégations de certains médias internationaux qui parlent même de blocus. La rédaction vous propose ce soir une page spéciale sur l'approvisionnement du pays en carburant et l'impact sur la vie socio-économique de la population. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable enchaîne les rencontres avec des partenaires à la COP30 à Belém au Brésil. D'ailleurs, le Fonds pour la réponse aux pertes et préjudices a lancé une proposition financière dotée d'une enveloppe de 250 millions de dollars, soit plus de 1000 milliards de francs CFA, pour faire face à l'urgence des impacts des changements climatiques dans les pays vulnérables, dont le Mali. Et je le disais, la capitale malienne est loin d'être à l'arrêt. Les cours ont repris dans les différentes écoles, les stations services sont en pleine activité. Bref, les Bamakois vaquent normalement à leurs occupations, contrairement aux allégations de certains médias internationaux qui parlent même de blocus. La rédaction vous propose ce soir une page spéciale sur l'approvisionnement du pays en carburant, l'impact sur la vie socio-économique de la population. La culture Touareg à l'honneur cette semaine à Bamako. La deuxième édition de la Semaine internationale de l'artisanat Touareg se tient au Musée national sous le thème de la transition à l'industrie, former, innover et exporter le savoir-faire Touareg. L'événement vise à valoriser un patrimoine millénaire et à créer de nouvelles opportunités pour les artisans venus du Sahel. Et puis, la semaine du numérique se poursuit à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec des panels formation et rencontres B2B. Ce rendez-vous se veut donc un espace d'échange pour stimuler la créativité, renforcer les compétences numériques et encourager l'émergence de solutions adaptées aux réalités de nos pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 19 novembre 2025 dans sa salle du Conseil des ministres du 27 novembre 2024 a adressé au Premier ministre, chef du gouvernement, une lettre de cadrage comprenant 8 axes prioritaires devant servir de fondement à l'élaboration du plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026. Ces priorités, qui s'inspirent des préoccupations légitimes du peuple malien, sont en phase avec les conclusions du dialogue intermalien Malikura Nyatasira Kabessan Bafla Anibioran Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le plan d'action du gouvernement, objet de la présente évaluation, a été présenté le 16 mai 2025 par le Premier ministre, chef du gouvernement, au Conseil national de la transition et adopté le 19 mai 2025. Pour assurer un meilleur suivi des activités, un dispositif informatisé de suivi et d'évaluation dénommé Système intégré de suivi et évaluation du PAG 2025-2026 a été mis en place. Il ressort de l'analyse des résultats de l'évaluation du premier semestre que 132 activités ont été programmées, sur lesquelles 57 réalisées, soit 43,18%, 57 en cours de réalisation, soit 43,18%, 18 non réalisés, soit 13,64%. Pour améliorer la performance globale,
Les efforts porteront sur la consolidation du maillage sécuritaire du territoire, la mobilisation et la mise à disposition des ressources financières adéquates, le renforcement du dialogue et de la coordination entre les départements ministériels. 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques du Burkina Faso, tenu du 21 au 26 octobre 2025 à Ouagadougou. Cette 15e édition, placée sous le thème « Quelle contribution des technologies, invention et innovation dans un contexte de relance d'industrialisation au Burkina Faso » a enregistré la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné d'acteurs de la recherche scientifique et technologique. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rappelé la nécessité de la mutualisation des efforts des pays de la Confédération AES pour booster le savoir-faire et le génie créateur des scientifiques de la dite Confédération. Le forum a été marqué par plusieurs activités, dont un panel sur le thème central de l'édition animé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Togo. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali au Forum international Russie puissance sportive du 5 au 7 novembre 2025 à Samara, en Fédération de Russie. La participation du Mali avait pour objectif notamment le renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie, l'analyse des modèles russes d'encadrement et de formation, l'identification de nouvelles opportunités en matière d'infrastructures, de programmes conjoints et de volontariat. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a eu des rencontres avec le gouverneur de Samara et plusieurs ministres des Sports, au cours desquels ils ont échangé sur la formation des jeunes athlètes, la promotion du sport inclusif et l'approfondissement des relations bilatérales. À travers cette participation, le Mali a réaffirmé son engagement pour une coopération internationale dynamique au service de ses priorités nationales. B. De la tenue d'un téléthon national baptisé Envol des Aigles, prévu le 22 novembre 2025. Pour une meilleure participation des Aigles du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le ministère en charge des sports envisage d'organiser un téléthon national dénommé Envol des Aigles. Ce téléthon, en plus de lever des fonds, se veut un véritable moment de communion nationale destiné à mobiliser tout le Mali derrière l'équipe nationale de football et à contribuer à la réussite de sa participation à la CAN 2025. 4. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la 36e édition de la Journée mondiale des droits de l'enfant le 20 novembre 2025. Cette 36e édition est placée sous le thème international « Ma journée, mes droits ». En lien avec la réalisation des droits des enfants, le thème national s'intitule « Planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant ». L'objectif de l'édition 2025 est de faire des plaidoyers de haut niveau afin de favoriser le renforcement des mesures politiques, législatives, institutionnelles en faveur de la planification et de la budgétisation sensible aux droits de l'enfant. La célébration de cette journée sera marquée par des campagnes de sensibilisation, des conférences débats, des ateliers thématiques de renforcement des capacités et des sketchs. 5. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles, édition 2025, tenue le 11 novembre 2025. L'édition 2025 est placée sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura » avait pour objectif de mieux faire connaître les autorités et légitimités traditionnelles, valoriser leurs fonctions, raffermir leur ancrage dans la société et contribuer à enrichir le système de gouvernance de l'État.
Plusieurs activités ont été menées au cours de cette journée, notamment une conférence débat, des jeux concours, une exposition de photos et des consultations médicales gratuites. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Barakissa, ce qu'il fallait retenir du contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Kone. Nous allons poursuivre cette édition avec la page AIS. Vous le savez déjà, le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AIS a ouvert ses portes hier au stade du 26 mars. Les activités de cette première édition se tiennent sous le thème entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AIS. Pour le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé la cérémonie d'ouverture au nom du président de la transition, président de la Confédération AIS, ces salons constituent un événement majeur pour la promotion de l'entrepreneuriat au sein de cette région dynamique. Le Salon international de l'entrepreneuriat AIS s'inscrit dans le cadre de la réorganisation plus efficace. Le Salon international de l'entrepreneuriat AES a pour objectif de promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant comme moteur de développement économique dans notre espace, d'offrir une plateforme régionale de valorisation de l'initiative privée, de mobiliser les partenaires techniques et les investissements privés autour des projets structurants et enfin de contribuer à la création d'emplois durables et de richesses. Pendant 4 jours, une multitude d'activités sont prévues. Il s'agit entre autres des formations, des panels de discussion, des concours d'idées innovantes et des rencontres B2B pour favoriser l'échange et la coopération. Le chef du gouvernement a visité quelques stands d'exposition. Les 150 stands permettent de découvrir les opportunités de l'entrepreneuriat dans l'espace AES. Le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a réuni hier, ici à Bamako, les organisations féminines. Objectif, mettre en place la branche malienne du bureau consensuel de la plateforme des femmes de l'AIS. Ce bureau exécutif, qui a un mandat de 2 ans renouvelable, aura pour mission de contribuer à la promotion de l'autonomisation de la cible. Reportage Sokona Kamisoko. Désormais, c'est Aïcha Tambaye de l'Association des juristes maliennes qui dirige la section malienne de la plateforme des femmes de l'AES. Elle dirige un bureau consensuel d'une 50aine de membres pour un mandat de 2 ans renouvelable. C'est à l'issue de plusieurs jours de concertation entre les faîtières des associations féminines et les représentants du département de tutelle. Je remercie pour la confiance placée en ma modeste personne pour présider cette importante organisation. Tous les membres du bureau et ainsi que toutes les femmes du Mali, je m'attends à votre contribution pour que cette plateforme-là rayonne. Les femmes du Mali aiment les défis et je suis sûre que nous allons relever ces défis-là pour être la première des plateformes de l'AES et honorer nos autorités. Le ministre Diarra Djeneba Sanogo a salué l'engagement et la détermination des femmes dans ce processus. Elle a également invité l'équipe ainsi mise en place à plus d'engagement et de détermination pour relever les défis. Je voudrais saisir ce moment solennel pour féliciter et remercier toutes les parties prenantes et les personnes de ressources qui ont permis de converger les différents points de vue afin d'aboutir à ce résultat honorable au nom des femmes du Mali. Je voudrais inviter toutes les organisations de la société civile féminine à travailler main dans la main pour soutenir indéfectiblement toutes les initiatives et actions de notre plateforme afin qu'elle soit un véritable outil de travail, un levier de développement pour nos autorités.
La plateforme des femmes de l'AES, section malienne, ambitionne de faire l'éducation de la jeunesse sur les valeurs sociétales et l'autonomisation de la femme dans l'espace AES, son cheval de bataille. Faisons à présent un tour à Ouagadougou. Burkina Faso soutient la 20e édition du Salon du numérique. Au programme pour cette journée, panel, atelier de formation, rencontres B2B et exposition. Selon les participants, c'est un cadre d'échange pour stimuler la créativité, renforcer les compétences numériques et encourager l'émergence de solutions adaptées aux réalités de nos pays. Nos envoyés spéciaux sont Khadija Toukouni et Julie Traoré. Dès l'ouverture de la semaine du numérique ici au parc d'exposition de Ouagadougou, différentes conférences et liées attirent un large public. Les experts nationaux et internationaux partagent leur expérience sur l'usage de l'IA dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, entre autres. Notre structure s'appelle Aino Digital. Nous évoluons dans le numérique et aujourd'hui nous sommes venus présenter notre produit qui s'appelle Sovi. Sovi, c'est une application que nous avons créée à partir des codes QR qui permettent d'alerter les proches en cas d'urgence. Si vous avez les applications pour la maternelle, Ulofo qui touche de la 6e jusqu'à la terminale et ICAM Alpha du CP1 jusqu'au CM2. Donc quand on prend l'application de la maternelle, déjà vous tombez sur une vidéo qui parle petit 2. Comment l'enfant apprend à compter, comment il connaît ce que c'est que 2. Il va, à travers le compte, qui va lui dire que petit 2, c'est cette personne qui est là, il a 2 yeux. Petit 2 a 2 oreilles. Donc à la fin, l'enfant sait ce que c'est que 2. Quand il voit une personne nette, il se rappelle les 2. Selon plusieurs intervenants, l'intelligence artificielle représente une opportunité unique pour nos pays, notamment dans l'optimisation des processus, l'analyse des données et l'automatisation de certaines tâches essentielles. Le but principal aujourd'hui, c'est d'exhiber le robot. Le robot, c'est un robot quadrupède, un robot qui a 4 pattes pour dire. Et en mot plus simple, je dirais, c'est un robot chien. Donc c'est la forme d'un chien, ça peut... Exactement. Donc ça peut aller se déplacer un peu comme un chien, ça peut monter des escaliers, descendre des escaliers. Aussi, on peut constater l'émergence d'un véritable écosystème numérique porté par des jeunes talents ambitieux. Pour ceux porteurs de projets, cette semaine est l'occasion de présenter leurs solutions, de gagner en visibilité et de rencontrer d'éventuels partenaires ou investisseurs. Et nous avons développé AUB.World, qui est une application de gestion et de chat, un peu comme ChatGPT, mais un peu spécifique pour le Burkina Faso et pour l'Afrique d'ailleurs. Si nous posons des questions sur le Burkina Faso, l'application est capable de répondre. Et aussi nous posons des questions sur l'Afrique, l'application est capable de répondre. Cependant, les participants ont également souligné les défis à relever, accessibilité aux infrastructures numériques, formation des compétences, protection des données et cadre réglementaire. Dans ce sens, des sensibilisations sont faites pour un usage responsable de l'IA. Il s'agira pour nous d'aller rapidement à la construction d'un capital humain propice au développement harmonieux des TIC, mais également avec les infrastructures aussi qui les accompagnent. Sans oublier toute la sécurité aussi qui doit être relevée autour de ces infrastructures et de ces contenus qui vont être mis en place. Dans un contexte où les services digitaux prennent une place croissante dans la vie quotidienne, les participants voient dans cette semaine une opportunité de nouer des partenariats stratégiques. Nous sommes dans la confédération de l'AES, donc unis, nous pouvons en fait mettre nos ressources, mettre en place une synergie qui puisse faire porter moins lourd en fait ce poids-là pour chacun de nos pays respectifs. La semaine du numérique se poursuivra tout au long de la semaine avec des activités destinées aussi bien aux professionnels qu'au grand public, une manière pour les acteurs du secteur d'ancrer un peu plus le digital au cœur du développement socio-économique de nos pays.
Nous ouvrons maintenant une large page consacrée à la campagne de désinformation des médias occidentaux contre notre pays. Hier soir encore, la rédaction de France 2 diffusait des reportages de propagande sur la situation sécuritaire et économique de notre pays qui serait, selon ces termes, au bord de l'implosion. Dans les reportages qui suivent, nous allons démontrer leurs mensonges grotesques et leurs manipulations avec les témoignages des citoyens dans les transports publics, les écoles, les marchés et les services publics et privés, entre autres. D'abord. Et puis, puisque je suis abonnée à la station Total, donc ça fait un bout de temps qu'on ne parvient pas à trouver de l'essence, mais aujourd'hui, Dieu merci, on a pu se servir. Je suis content de l'organisation, de la manière dont le rang est bien coordonné. Quand même, je viens tout de suite d'être servi sans problème. Donc on souhaite encore une amélioration. On demande beaucoup l'aide de l'État pour que dans les jours à venir, le problème puisse être décanté. Nous sommes un peu débordés. Certains clients ont du mal à accepter la quantité que nous leur servons. À part cela, tout va bien. Sur la rive gauche, des stations sont également opérationnelles pour le bonheur des clients. En réalité, ça se passe très bien. Même s'il y a de l'embouteillage, on arrive à gérer. On est en train de faire le mieux possible pour satisfaire le besoin. À la station Yara Service, sur l'autre côté de la route, tout comme HL, des éléments groupement mobile de sécurité veillent au grain pour assurer la sécurité. Oumar Maïga, qui vient de faire le plein de gasoil de son RAV4, apprécie les efforts des autorités dans l'amélioration du service. Ici c'est calme, c'est bien organisé. Pratiquement tout le monde est satisfait. Il y a beaucoup de monde. Mais ça va quoi, vraiment, je suis vraiment satisfait. Je fais le plein, tout est organisé. Le Mali là, on le vivra heureux aussi. On est fiers d'être un Malien. L'approvisionnement en hydrocarbures de Bamako connaît une nette amélioration ces derniers jours. La capitale malienne est donc loin d'être à l'arrêt, contrairement aux informations de propagande relayées par certains médias et activistes soutenus par des puissances extérieures. Certains citoyens sont même surpris qu'on parle de blocus autour de Bamako. Pour eux, malgré le contexte marqué par les difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, Bamako vit son rythme normal. Sidou Traoré et Gaoussouaj Touré ont parcouru la ville ces matins suivants. Bamako, la capitale du Mali, vit et s'anime avec les mouvements des citoyens. Contrairement à la cabale médiatique de certains médias occidentaux contre le Mali, il est 7 heures. Les élèves sont sur le chemin de l'école. Les agents de l'État, du secteur privé ou de l'informel se précipitent pour regagner leur lieu de travail. Et cette quiétude est quotidienne dans la ville. C'est incroyable. Ils n'ont qu'à venir à Bamako et voir la situation. Les gens bougent le matin, les gens bougent le soir, les gens bougent tout le temps. Il n'y a rien ici. Tout va très très bien ici à Bamako. Ça bouge dans les services publics et privés. Les transports fonctionnent, les marchés ouverts, malgré la crise du carburant que beaucoup reconnaissent. Alhamdulillah, carnal, ça se trouve qu'elle a une forme, mais au bella amagata barage, amaga barage, au phénomène d'air me solo. Voilà, donc le amta barala. Voilà. Amaga barage, amaga ande brouillé gana, comment la yama mobile solo, ametaman sena ganadi. Ça marche bien, les gens ils sont comme les mêmes, ça marche, rien n'est arrêté. On travaille, on bouge, voilà. En reconnaissant les efforts continus des autorités pour approvisionner le pays en hydrocarbures et les sacrifices de l'armée dans la lutte contre le terrorisme, les usagers invitent la population à la vigilance face aux fausses informations et aux fausses alertes qui visent à créer la panique et le désordre. Il faudra effectivement accompagner ces autorités. Ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, c'est salutaire. Je crois que les Maliens sont effectivement, ils sont dignes, ils savent ce qui se passe. Et je crois que Inch'Allah, nous arriverons au bout. Le Mali est un pays fréquentable. L'organisation de rencontres internationales à Bamako, comme le Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES en cours ou celui de l'armement qui vient de s'achever, sont des illustrations qui prouvent à suffisance que ce pays tient debout, porté par un peuple digne dans le combat pour sa souveraineté.
Certaines allégations mensongères sur certaines chaînes font état de la suspension des cours dans les écoles. Rassurez-vous, car il n'en est rien. Depuis la reprise, après semaine de suspension, les programmes se poursuivent normalement à la grande satisfaction des élèves, des parents, des autorités et des partenaires. Le constat a été fait ce matin par l'une de nos équipes qui a sillonné certains établissements de la capitale, Tiamoko Konate. Lecture niveau 3, approche linguistique. Il se nomme Yaya Malé, enseignant en charge d'une classe de 6e année ici au groupe scolaire Mamadou Gouno Simaga de Balabougou en commune 5 du district de Bamako. Synonyme de l'effectivité des cours dans l'un des tout premiers établissements publics de la rive droite. Établissement qui comprend 4 écoles primaires et 3 seconds cycles. Les cours se passent normalement. Depuis la rentrée officielle, nous faisons le cours le matin et le soir, de 7h45 à midi et de 15h à 17h. Même actuellement, dont je vous parle, on a pu négocier du côté d'un collègue enseignant avec une station qui permet aux enseignants d'avoir facilement le carburant. Autre établissement, le groupe scolaire de Troukabougou à Djikroni-Para en commune 4. Nous sommes dans une classe de 3e année où l'enseignant s'active à expliquer la leçon du jour. Les cours se passent normalement comme prévu. Tous les enseignants sont sur place, les élèves également. Et ça avance dans une ambiance comme souhaité. Au fondamental comme au secondaire, l'effectivité des cours ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est le cas à titre d'illustration au lycée Mamadou Sarr où les cours battent leur plein. Après avoir établi chaque facture, on doit pouvoir l'enregistrer. On a 2 types de factures, la facture de droit et la facture d'art. Depuis lundi, les différentes matières que nous avons faites, on a commencé par la géographie. Le soir, on a fait le droit. Après mardi, on a fait économie, maths. Le soir, on a fait SCM et puis informatique. Les cours se font très bien ici. Je vous assure que tout se passe bien ici. Les professeurs sont là. Vous avez vu, notre surveillance, elle est ouverte. Le censeur est là. Les secrétaires sont là. Et les professeurs sont là. Un peu plus loin, nous sommes au complexe Biasson d'Amelé de Niamakoro. La leçon du jour porte sur les techniques de dissertation en 4e année filière secrétariat de direction, alors qu'en 9e année, la négritude fait objet de décryptage. Si nous prenons la voiture avec laquelle papa vous accompagne à l'école tous les jours, de vous à moi, qui l'a inventée? Les allégations qu'ils sont en train de faire passer dans les médias, c'est faux et archi faux. Telles allégations, c'est vraiment très grave pour un pays. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. Et qu'ils aillent vraiment à la recherche de la bonne information, toutes choses vraiment qui peuvent faire vraiment avancer le pays. Entre autres témoignages qui lèvent tout équivoque sur une prétendue suspension des cours au Mali au nom d'une crise de carburant, pour dire qu'aucune allégation mensongère n'entamera en rien la détermination du Mali souverain à aller de l'avant. Voyons maintenant l'analyse de Gaussou Drabo, journaliste, ancien ministre de la Communication et ancien diplomate, qui estime que ces médias sont à la solde de sponsors étatiques pour ternir l'image et nuire à la réputation du Mali. C'est pourquoi il appelle la presse malienne dans son ensemble à œuvrer pour donner la vraie information au monde entier. Gaussou Drabo est interrogé par Sidiki Dambili. Tout d'abord, je crois qu'il faut reconnaître la mauvaise image que donnent de notre pays ces médias occidentaux. C'est une constante depuis 3-4 ans et ça varie d'intensité selon les périodes, mais c'est installé comme un phénomène permanent. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, si on retourne sur un récapitulatif des faits, on se rend compte que c'est une attaque des djihadistes qui a l'énoncé de mesures de prudence par les chancelleries occidentales qui a réveillé, par exemple, le quotidien du Monde qui a fait un très long article sur le Mali. Et aussitôt, lorsque vous connaissez le fonctionnement des médias occidentaux, dès qu'une rédaction s'embarque sur un sujet aussi brûlant, les autres se mettent en rang pour également traiter ce sujet et chacun fait de la surenchère. Le problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont aucune sympathie pour le Mali. Deuxièmement, qu'ils ne sont pas des connaisseurs du Mali. Quel message politique peut-on lire derrière cette attaque et qui peuvent se cacher derrière ces attaques-là contre notre pays? Bon, je crois qu'on a souvent utilisé, disons, la dénomination sponsor extérieur pour, disons, désigner certaines influences politiques très fortes
qui mettent en route les médias. Bon, je crois que cela est indiscutable. De ce côté, le coup de pouce initial est indéniable. Et disons, le reste s'est enchaîné avec le travail des rédactions peu spécialisées, attirées par un sujet, à mon avis, fantaisiste, et attirées également par, disons, le manque de matière journalistique abondante et intéressante à cette période bien précise. Alors, dites-nous, quelle doit être la réaction des journalistes maliens aujourd'hui, de la presse malienne dans son ensemble, pour faire face à cette cabale médiatique internationale? La presse malienne et les relais sociaux maliens ont un rôle important à jouer dans la situation présente. Chacun a son public, chacun a ses destinataires et chacun a sa manière de traiter l'information. Donc, mais lorsque l'information est traitée de bonne foi et avec un minimum de sincérité, elle contribue, disons, à apaiser certaines situations extrêmes. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte complètement inédit pour notre public. Donc, si nous n'avons pas de panacée, nous avons seulement des initiatives faites de bonne foi pour d'abord essayer d'atténuer et ensuite pour résoudre la situation. L'actualité sur un tout autre plan. La journée de l'industrialisation de l'Afrique se tient le 20 novembre de chaque année. L'édition 2025 vise à intégrer le développement industriel dans les priorités des politiques et stratégies nationales de développement socio-économique des pays africains. Occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de rappeler la distinction du Mali au Grand Prix des Awards 2025 de l'Organisation africaine de la propriété industrielle. Les détails avec Mohamed Kayantao et Abou Kone. Il y a 36 ans, les Nations Unies ont proclamé le 20 novembre Journée de l'industrialisation de l'Afrique. Depuis ce jour, le Mali n'a cessé un seul instant d'accentuer ses efforts dans le processus d'industrialisation du développement économique et durable du pays. L'édition 2025 qui vise à intégrer le développement industriel dans les priorités des politiques et stratégies nationales de développement économique des pays africains est couplée à la semaine de l'industrialisation de l'Afrique. Nos entreprises ont fait preuve d'une résilience et d'une adaptation sans précédent, du courage, de la créativité remarquable. Elles ont démontré que le génie sahélien et particulièrement malien ne se laisse pas abattre par l'adversité. Comme en témoigne la distinction du Made in Mali à travers la marque PEM Dodo qui a reçu le Grand Prix des Awards 2025 de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Cette année, la journée de l'industrialisation de l'Afrique se tient au moment où l'opérationnalisation des organes de la Confédération AES se précise avec une nouvelle ère de solidarité, de coopération et de souveraineté. Occasion pour le ministre de rappeler les efforts de son département dans la relecture du Code des investissements. Pour garantir le développement endogène et la souveraineté économique du Mali, et élaborer aussi une charte des MPME afin de promouvoir et soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. Comme recommandé par les Assises nationales de la refondation, tenues les 27, 28, 29 et 30 décembre 2021, et le cadre stratégique de la refondation de l'État et ses plans d'action, la politique de développement industriel fera l'objet d'une adaptation par rapport à l'évolution du contexte socio-économique en vue de prendre en compte les besoins de soutien au secteur privé et de relever les nouveaux défis dans le domaine du développement industriel, tout en s'inscrivant en droite ligne de la vision Malikura Nyetasra Kabesa Amba Flani Bioron Sabama. Le ministre Diallo a ainsi remercié les partenaires techniques et financiers pour l'immensité de la tâche qu'ils effectuent dans la lutte contre la pauvreté, tout en appelant les opérateurs économiques à s'investir pour une forte industrialisation de l'économie nationale. À l'occasion de la 36e journée internationale des droits de l'enfant, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo, a adressé un message marqué par la détermination et l'espoir. Elle a rappelé l'importance de renforcer la protection, la sécurité et l'épanouissement des enfants, véritables piliers du Mali de demain. Le thème retenu au plan national cette année est planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant, propos recueillis par notre reporter Moussa Kamara. La célébration de cette journée offre
l'occasion d'informer et de sensibiliser les acteurs et l'opinion nationale sur les progrès réalisés, les défis et enjeux en matière de promotion et protection des droits des enfants. C'est aussi l'occasion de réitérer notre reconnaissance à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et à toutes les autorités du Mali pour tous les efforts consentis pour que les droits de chaque fille et chaque garçon se réalisent au Mali, malgré le contexte actuel difficile. C'est le lieu également de remercier tous les partenaires sociaux, techniques et financiers qui œuvrent au quotidien pour la réalisation des droits de chaque enfant au Mali. Le thème international pour la célébration de ce 36e anniversaire de la CDE s'intitule « Ma journée, mes droits ». Au plan national, le thème retenu est « Planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant ». Ce thème est un appel au respect des engagements favorables à la prise en compte des droits des enfants dans les budgets à tous les niveaux. En effet, la planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant fait partie des recommandations adressées au Mali lors de la 96e session du Comité des droits de l'enfant à Genève en mai 2024 et des thématiques de discussion lors des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille en 2025. L'objectif de cette célébration est de favoriser le renforcement des mesures politiques, législatives et institutionnelles en faveur de la planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Direction le Brésil à la COP30 à Belém. En marge des travaux, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a eu des rencontres avec des partenaires en vue d'obtenir des engagements de financement de projets. Ainsi, le Fonds pour la réponse aux pertes et préjudices a lancé une proposition financière dotée d'une enveloppe de 250 millions de dollars pour faire face à l'urgence des impacts des changements climatiques dans les pays vulnérables, dont le Mali. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Belém, Soumaïla Berti et Alou Bekouni. Aux premières heures de la COP30, le Fonds pour la réponse aux pertes et préjudices avait lancé un appel à propositions financières visant à apporter des solutions face à l'urgence des impacts des changements climatiques. Et ces fonds n'attendent que des demandes de financement. Le sujet était au centre de la rencontre du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable avec la directrice exécutive de ces fonds. Une enveloppe financière de 250 millions de dollars qui a été mise à disposition de cet appel à projet. Et maintenant, nous attendons les demandes de financement des différents pays. Et cet appel à proposition est ouvert jusqu'à juin de l'année prochaine. Les efforts de résilience du Mali face aux effets des changements climatiques sont appréciés par ses partenaires. Le fonds d'adaptation qui n'intervient pas encore dans notre pays s'est dit disposé. Le montant qui existe au niveau des pays, c'est 40 millions de dollars. Et donc, pour le Mali, et donc nous avons discuté de tout ça et comment accéder très vite à cette fonds. Rencontre d'échange enfin avec le responsable du Centre global de la mobilité climatique, un fonds qui renforce la résilience des populations face aux effets des changements climatiques. Le Mali est un pays qui doit faire face aux impacts du changement climatique, mais c'est aussi un pays qui a fait beaucoup pour développer des projets, des politiques. Alors c'est un pays qui a des vulnérabilités, mais aussi un pays qui a montré la résilience, qui a beaucoup fait. Le fonds pertes et préjudices, ça c'est un fonds qui est mis à la disposition des pays qui sont impactés par les effets néfastes des changements climatiques. Donc ça permet à ces pays de mobiliser ces fonds pour vraiment renforcer la résilience des communautés face à ces effets néfastes des changements climatiques. L'AEDD est en train de s'accréditer à ce fonds-là ainsi que l'ANECT. Donc nous avons échangé un peu sur les mécanismes de mobilisation de ces fonds pour permettre encore à la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique. À la COP30, des engagements de financement de projets n'ont pas manqué. Il reste donc à les concrétiser afin d'atténuer les impacts des changements climatiques dans les pays identifiés vulnérables.
De Belém, rendons-nous à Abuja, au Nigeria, où a eu lieu hier le lancement officiel de l'initiative dénommée Partenariat douanier pour la coopération africaine en matière de commerce. L'initiative met l'accent sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, la modernisation des systèmes douaniers grâce aux technologies numériques et l'engagement des États africains à créer un espace sécurisé et compétitif, commercial plus intégré, sécurisé et compétitif. L'inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes maliennes et vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre, qui prend part à cette session, salue l'initiative. Reportage Amadou Sankari. Après 2 jours d'échanges autour de thématiques relatives à la modernisation des systèmes douaniers, grâce aux technologies numériques et à l'engagement des États africains, à créer un espace commercial plus intégré, sécurisé et compétitif, les chefs des administrations douanières, acteurs privés et autres partenaires ont procédé à Abuja au lancement officiel de l'initiative dénommée Partenariat douanier pour la coopération africaine en matière de commerce. Pour les participants, les douanes constituent les maillons essentiels pour la réussite de la plateforme et l'engagement du Mali dans ce nouveau cadre de coopération demeure intact. En tant que directeur général des douanes du Mali, ce panel nous a confortés par rapport à certaines de nos réformes. Vous avez dû entendre qu'on parle de guichet unique, d'autres choses. J'ai été ravi de l'engagement des banques à financer des activités liées à certaines réformes que nous sommes en train de reprendre, telles que la gestion électronique du transit, telles que le suivi électronique, telles que des activités liées au centre d'esprit technique qui est en œuvre chez nous. Aussi, l'inspecteur général Amadou Konaté a salué la pertinence des thèmes évoqués tout au long de la session, dont la finalité est d'éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires. C'était des panels intéressants. Ils étaient relatifs à un ensemble, d'initiatives à prendre en termes de mécanismes, d'instruments entre les douaniers, entre les partenaires privés et entre certains autres partenaires publics. Je pense que les sujets qui ont été abordés étaient au complet. Parce que quand il s'agit de briser les barrières et de construire des ponts, cela implique tout le monde. Cela implique les niveaux stratégiques. Enfin, faut-il le rappeler, l'initiative met l'accent sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, la modernisation des systèmes douaniers grâce aux technologies numériques et l'engagement des États africains à créer un espace commercial plus intégré, sécurisé et compétitif. Retour à Bamako où la culture touareg est à l'honneur. La 2e édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg a été lancée hier au jardin du Musée national. Sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, l'événement vise à valoriser un patrimoine millénaire et à créer de nouvelles opportunités pour les artisans venus de tout le Sahel. Sous les thèmes de la tradition à l'industrie, former, innover et exporter le savoir-faire touareg, cette édition entend faire de l'artisanat un véritable moteur de développement. Reportage Moussa Kamara et Oumar Koni. Dès l'ouverture, le voyage commence. Bijoux étincelants, cuir patiné, tentes nomades dressées sous les arbres. Pour cette 2e édition, les SIAD transforment le jardin du Musée national en un véritable campement saharien. Pour les organisateurs, l'artisanat touareg peut devenir une filière porteuse dans une région où les débouchés restent encore limités. Nous, les artisans, on crée ici, on parcourt le monde entier et on ramène l'argent dans nos pays. Et cet artisanat, quand on dit, c'est promouvoir, exporter le savoir-faire des artisans touaregs dans l'AES. C'est pour promouvoir cet art qui a de la valeur dans nos pays. Cette édition met également en lumière les pays de l'AES. Et pour accompagner cette dimension régionale, les organisateurs ont choisi une marraine engagée. Aujourd'hui, nous célébrons l'artisanat touareg, mais moi je dirais nous célébrons notre artisanat. C'est pour tout simplement dire qu'on doit profiter de cet espace pour prôner la paix, pour prôner le vivre ensemble.
Plusieurs stands ont été installés pour la circonstance. Ici, les artisans touaregs dévoilent un savoir-faire précis et créatif, transmis de génération en génération. J'ai apporté mon savoir-faire et celui de toute une communauté, c'est-à-dire Menaka. On a des porte-clés, des coussins, tout ce qui est artisanat touareg. Je suis venu ici avec les bijoux touareg en argent, en nickel, ça qu'ils appellent argent touareg, en bronze. J'ai amené aussi des choses en cuir, des portefeuilles qu'on fait quand il y a un événement qu'on appelle tâche-carte. L'édition 2025 du SIAT bénéficie également de l'appui de la coopération espagnole. La promotion de la culture occupe une place stratégique dans la coopération espagnole au Mali. Elle est fondamentale pour nos efforts communs en faveur d'un développement inclusif. Cette deuxième édition coïncide avec l'année dédiée à la culture. Pour le ministre Mamoud Daffé, l'événement illustre une fois de plus le vivre ensemble et la richesse culturelle du Mali. Tenir un tel salon, une telle semaine en cette période de notre histoire, je peux dire sans me tromper que vous êtes des guerriers. Vous n'avez pas les armes en main, mais vous avez votre créativité, votre histoire, votre tradition. Ça voudrait dire que nous partons d'un point de l'AES, du Sahel, pour nous ouvrir sur le monde avec nos talents et notre créativité. Au fil de la visite, une évidence s'impose. L'artisanat touareg ne se contente pas d'être exposé. Il sévit, se partage et continue à évoluer. Comment protéger la santé des jeunes et adolescents dans un pays en crise? La question est au cœur du Forum national sur la santé des jeunes et adolescents, une initiative portée par la JICAD à travers le projet Alliance transformatrice. Dans un contexte marqué par l'insécurité et les urgences humanitaires, l'événement se veut un véritable cadre de réflexion et d'action. Compte rendu Soumaou Haïdara. La santé des jeunes et adolescents est une priorité face à l'insécurité et aux urgences humanitaires. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD appelle à l'action collective. À travers le projet Alliance transformatrice, elle a initié un forum national sur la santé des jeunes et adolescents, une rencontre qui réunit acteurs institutionnels, experts et jeunes venus de divers horizons. Ce forum poursuit un objectif global qui est de contribuer à la promotion de la santé des adolescents et des jeunes au Mali dans un contexte sécuritaire et humanitaire. Des objectifs spécifiques, c'est d'offrir un cadre national de dialogue et d'échange sur la santé des adolescents et des jeunes, identifier et analyser les défis auxquels font face les adolescents et les jeunes en matière de santé dans un contexte actuel. Le directeur général de l'ONASR a souligné l'importance d'un engagement collectif pour protéger la jeunesse malienne, particulièrement celle touchée par les effets multiples de la crise. Seulement 37% des jeunes ont des connaissances presque complètes en matière de santé des ados et des jeunes. Sur ces 37, seulement 17 partent vers les structures de santé. Donc, c'est des indicateurs qu'il faut améliorer. Parce que quand on prend la prévalence contraceptive, l'ensemble de la prévalence contraceptive, nous sommes autour de 22%. Les jeunes sont autour de 10%. Nous avons un besoin non satisfait de 26%. Donc c'est pour cela. Ce forum est organisé pour essayer de mettre en place un appel des jeunes pour un meilleur accès aux services de santé. Véritable cadre de concertation pour l'avenir de la jeunesse, le forum a permis d'échanger sur les défis sanitaires auxquels sont confrontés les adolescents et jeunes dans les zones fragilisées. Les discussions ont porté sur la nécessité de maintenir un accès continu aux services de santé essentiels, même en période d'instabilité, et de renforcer la communication adaptée aux réalités du terrain. À retrouver désormais dans vos kiosques le livre intitulé « Les difficultés de la vie dans le milieu social » de M. Aboubakar Dounia Ndjara. Dans cet ouvrage, l'auteur lève le voile sur un parcours de vie où la soif de succès s'est heurtée à la trahison. Ce récit est un double témoignage à celui des rencontres inspirantes qui ont balisé un chemin vers l'espoir, mais aussi celui d'une chute brutale. Un livre coup de poing qui nous interroge. Après la trahison, l'amour est-il le dernier espoir? Et vous découvrirez la réponse de cette problématique dans cette œuvre.
À retrouver également dans vos librairies l'ouvrage à la découverte de l'univers des Peuls ou Fula de l'Antiquité à nos jours de Maître Barry Brima Sidibi. Cette œuvre est un essai dont les personnages portent sur le Peul ou Fula. Maître Barry, croyant de ce adage, connais-toi toi-même. Donc l'auteur, en tant que natif Peul assoiffé de savoir, a fait une recherche profonde sur les valeurs socio-culturelles positives de son milieu, de l'Afrique et du monde. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.